Préparez-vous à une révélation qui vous coupera le souffle. Avant de nous plonger dans cette histoire de trahison et de transformation, dites-nous d'où vous nous écoutez dans les commentaires. Et si ce récit vous touche, assurez-vous de vous abonner et d'activer la petite cloche, car demain, je vous réserve une surprise très spéciale. Mon mari a à peine levé les yeux alors que je posais mon alliance sur la table à côté d'eux, trop absorbé par la femme qu'il tenait dans ses bras pour enregistrer le poids de ce qu'il laissait derrière lui. Continue de danser avec elle, Ricardo. Tu ne remarqueras même pas que je suis parti. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais passé les 6 derniers mois à me préparer pour ce moment précis. Et demain matin, je serai totalement introuvable. Je me trouvais au bord de la salle de bal bondée lors du gala de charité du Club nautique de Marbella, observant Ricardo, mon mari depuis 11 ans, faire tourner Isabelle Ferrer sur la piste. Ricardo avait toujours été un danseur impressionnant, l'un des nombreux talents qui m'avaient attiré vers lui lorsque nous nous étions rencontrés à la faculté de droit, il y a 15 ans. Ce soir-là, son smoking sur mesure soulignait sa carrure athlétique alors qu'il guidait Isabelle à travers une séquence de tango complexe. Sa robe couleur corail, conçue par une ancienne cliente de mon entreprise de design d'intérieur, complétait parfaitement son costume, comme s'ils avaient coordonné leur tenue. Ils forment un couple plutôt harmonieux, tu ne trouves pas? Commenta Diana Ortega, apparaissant à mes côtés avec son habituel verre de Xérès à la main. En tant qu'épouse de l'associé juridique de Ricardo et ma supposée amie, son ton suggérait qu'elle testait ma réaction plutôt que de m'offrir du soutien. Certainement, acquiesçai-je, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. Ricardo a toujours apprécié les partenaires de danse, élégantes. Diana scruta mon visage, clairement déçue par mon sang-froid. Isabelle a travaillé en étroite collaboration avec les associés sur le développement Costa del Sol. Elle est très dévouée au projet. Le développement Costa del Sol, un complexe résidentiel de luxe qui avait consumé le temps et l'attention de Ricardo au cours des 8 derniers mois. Le projet qui exigeait des soirées tardives, des réunions le week-end et des voyages d'affaires de plus en plus fréquents et mal documentés. Je suis sûr qu'elle l'est, répondis-je en buvant une gorgée délibérée de mon cava. Dans la tranquillité relative de la salle de bain en marbre, je vérifiais mon apparence dans le miroir. À 38 ans, je conservais encore les pommettes saillantes et le teint clair qui m'avaient autrefois valu des travaux occasionnels de mannequinat pour compléter mes frais universitaires. Mes cheveux foncés étaient relevés en un chignon élégant, mettant en valeur les boucles d'oreilles en perles que Ricardo m'avait offertes pour notre 10e anniversaire. Des boucles d'oreilles qui, avais-je découvert, avaient une valeur nettement inférieure au collier assorti qu'Isabelle avait arboré lors du dîner du cabinet le mois dernier. En sortant de la salle de bain, je consultais discrètement mon téléphone. Un unique message texte confirmait que tout était en place. Tout est prêt. Voiture en attente à l'entrée est. Monsieur. Marcos, mon plus vieil ami de l'université, et la seule personne qui savait ce que j'étais sur le point de faire, avait été fondamental dans la préparation de ma sortie. En tant que spécialiste en sécurité informatique, ayant lui-même été victime de la trahison de son propre partenaire, il comprenait aussi bien les complexités émotionnelles que logistiques de disparaître d'une vie devenue méconnaissable. Je retournais dans la salle de bal, juste au moment où l'orchestre passait à une chanson plus lente. Ricardo et Isabelle restaient sur la piste de danse, maintenant collés d'une manière qui dépassait les limites de la courtoisie professionnelle. Sa main reposait bas sur son dos, leur visage suffisamment proche pour que les cheveux auburn d'Isabelle effleurent occasionnellement sa joue en tournant. Autour d'eux, d'autres couples dansaient avec la distance appropriée, lançant parfois des regards vers le couple intime avec des expressions
allant de la désapprobation à l'amusement complice. À ce moment-là, en voyant mon mari étreindre une autre femme avec un désir aussi évident, je me sentis étrangement calme, la sérénité d'une décision irrévocablement prise. Je naviguais à travers la foule jusqu'à m'arrêter au bord de la piste de danse, directement dans leur champ de vision. Ricardo me vit le premier, son expression vacillant brièvement, avec quelque chose ressemblant à de la culpabilité avant de revenir à une indifférence étudiée. Isabelle remarqua sa tension momentanée et se tourna légèrement, m'offrant un sourire qui parvenait à être à la fois désolé et triomphant. Catalina reconnut Ricardo alors qu'il dansait plus près de l'endroit où je me tenais. Isabelle et moi discutions des implications de la sonorisation pour les espaces commerciaux de Costa del Sol. Avec tant de passion, observai-je d'un ton neutre. Ce doit être un sujet fascinant. Isabelle eut la décence de rougir légèrement, bien que son emprise sur l'épaule de mon mari ne se relâchât pas. « Ricardo a été un mentor incroyable », dit sa voix mielleuse avec une fausse sincérité. « J'ai énormément appris en travaillant si étroitement avec lui. »« Je suis sûr que oui, » répondis-je en plongeant la main dans ma pochette. « Ne me laissez pas vous interrompre dans votre mentorat. » Je posai mon alliance en platine sur une table de cocktail à proximité. Le doux tintement contre la surface en verre fut d'une certaine manière audible, malgré la musique et la conversation qui nous entouraient. « Continue de danser avec elle, Ricardo, » dis-je à voix basse. « Tu ne remarqueras même pas que je suis parti. » Pendant un bref instant, la confusion traversa ses traits. Chose rare pour un homme qui s'enorgueillissait d'être toujours la personne la mieux informée dans n'importe quelle pièce. L'expression d'Isabelle changea à mesure que la certitude dans ses yeux vacillait en enregistrant la signification de la bague sur la table. « Catalina, ne sois pas dramatique, » dit Ricardo, sa voix basse mais tranchante. « Nous discuterons de cela à la maison. »« Non, » répondis-je simplement. « Nous ne le ferons pas. » Je fis demi-tour et m'éloignai avant qu'il ne puisse répondre, me déplaçant à travers la foule avec détermination. Derrière moi, je pouvais sentir Ricardo présenter des excuses à Isabelle, se préparant à me suivre pour contenir ce qu'il percevrait comme une scène publique embarrassante. Il ne me rattraperait pas. Le temps qu'il se libère d'Isabelle et traverse la salle de bal bondée, je serais dans la voiture de Marcos, me dirigeant vers un avenir que j'avais soigneusement construit, sans que Ricardo le sache ni n'y participe. Ce que mon mari ne comprenait pas, ce qu'il n'avait jamais pris la peine de découvrir au cours de nos années ensemble, c'était que sous mon extérieur complaisant se cachait une femme aux ressources et à la détermination considérable. Pendant qu'il construisait sa carrière juridique et cultivait sa relation avec Isabelle, je m'étais systématiquement préparé à une vie sans lui, rassemblant des preuves, sécurisant des actifs et créant une stratégie de sortie si complète qu'elle laisserait perplexes même les meilleurs esprits juridiques de son cabinet pendant des années. Cette soirée ne concernait pas seulement une danse ou même une liaison. Il s'agissait de revendiquer mon identité face à un homme qui l'avait lentement effacée tout au long de notre mariage. Et en ouvrant la lourde porte de la sortie est, sentant l'air frais de la nuit sur ma peau, je souris en pensant à ce que le lendemain nous apporterait à tous les deux. Marcos attendait exactement là où il l'avait promis, appuyé contre son élégante Tesla noire, le moteur en marche. Quand il me vit approcher dans ma robe émeraude, il se redressa immédiatement, l'inquiétude évidente sur son visage. « Tu l'as vraiment fait », dit-il en ouvrant la portière passager. « Ça va ?» Je me glissais sur le siège, la soie de ma robe frôlant l'intérieur en cuir. « Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années. » Alors que Marcos s'éloignait du club nautique,
Je résistais à l'envie de regarder en arrière. 11 ans de mariage ne méritaient pas un regard rétrospectif, pas quand j'avais passé les 6 derniers mois à regarder vers l'avant. Dans le rétroviseur, je vis Ricardo sortir par les portes de l'entrée est, scannant l'allée circulaire avec une agitation croissante. Sa main serrait quelque chose de petit et métallique. Mon alliance. Il va appeler, prévint Marcos, alors que nous nous insérions sur l'autoroute côtière. Les lumières du complexe diminuaient derrière nous. Il est probablement déjà en train de bombarder ton téléphone. Je plongeai la main dans mon sac et sortis mon téléphone portable personnel, celui que Ricardo connaissait, et l'éteignis. Qu'il appelle. D'ici demain matin, ce numéro n'existera plus, opina Marcos, les yeux sur la route, alors que nous nous dirigions vers le nord le long de la côte. À 42 ans, Marcos Chung avait le calme de quelqu'un qui avait traversé ses propres tempêtes. Nous étions amis depuis nos jours universitaires à Salamanque, avant que la faculté de droit ne me présente Ricardo, avant que Marcos ne tombe amoureux et ne soit trahi par son ex-mari. Nous nous étions soutenus mutuellement dans nos chagrins respectifs, le sien soudain et explosif, le mien graduel et insidieux. « Ton sac d'urgence est dans le coffre », dit-il, faisant référence à la valise que j'avais remplie avec l'essentiel et gardée dans son appartement 2 mois auparavant. Le paquet de nouvelle identité est dans la boîte à gants. Le compte offshore est actif et l'application de banque privée est installée sur ton nouveau téléphone. Il toucha la console entre nous, où un smartphone que je n'avais jamais vu attendait sur un chargeur. « Merci », dis-je, les mots inadéquats pour l'ampleur de son aide. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. Marcos me jeta un bref regard. Après ce que Jaime m'a fait, et tout ce que tu as fait pour m'aider à me reconstruire, considérons que nous sommes quittes. J'observais la côte familière défiler à toute vitesse. Les plages où Ricardo et moi nous étions promenés pendant nos fiançailles. Les restaurants face à la mer où nous avions célébré des anniversaires. Les points de vue panoramiques où nous nous garions parfois juste pour regarder le coucher de soleil en silence. Des souvenirs d'un mariage qui avait autrefois semblé solide, avant que l'ambition et le succès ne transforment mon mari en quelqu'un que je reconnaissais à peine. « Tu penses au premier jour ?» observa Marcos, lisant mon expression avec la précision d'une longue amitié. « Je me demande où tout a mal tourné, admis-je. Quand exactement Ricardo a-t-il décidé que j'étais un accessoire plutôt qu'une compagne? D'après ce que tu m'as raconté, ce fut un changement graduel. Le scénario classique de la grenouille dans l'eau qui bout lentement. Il n'avait pas tort. Quand Ricardo et moi nous étions rencontrés à la faculté de droit de l'Université de Barcelone, nous étions égaux, tous deux ambitieux, tous deux brillants, tous deux issus de la classe moyenne, déterminés à construire quelque chose de significatif. Notre mariage, modeste pour les standards de Madrid, fut plein de promesses de camaraderie, de construire une vie ensemble où nos carrières s'épanouiraient. Le premier compromis sembla raisonnable, mettre ma carrière en pause temporairement pendant que Ricardo s'établissait chez Ortega, Garriga et Associés. J'acceptais un poste dans une petite entreprise de design, utilisant ma sensibilité esthétique et mes compétences organisationnelles en attendant le moment opportun pour retourner à la pratique juridique. Ce moment opportun n'arriva jamais. Chaque année apportait de nouvelles raisons de retarder ma carrière juridique. La première affaire importante de Ricardo, sa promotion au rang d'associé junior, l'expansion du cabinet, la récession économique qui rendait les postes rares pour les nouveaux avocats. Pendant ce temps, mon travail de design d'intérieur avait évolué d'une distraction temporaire à une entreprise modestement prospère.
bien que Ricardo s'y référât constamment comme à « mon petit Toby » lorsqu'il me présentait lors des événements du cabinet. « Tu te souviens de notre 2e anniversaire? Le dîner ?» demandai-je à Marcos, le souvenir surgissant inopinément. Quand Ricardo a annoncé qu'on lui avait assigné le développement Rivera del Duero, opina Marcos. Tu étais si fier de lui? J'ai passé toute cette soirée à poser des questions sur son nouveau projet, célébrant son succès. Ricardo répondit à chaque question sur son travail. Il accepta chaque compliment. Je regardais la côte obscurcie. Plus tard cette semaine-là, je lui racontais que j'avais obtenu la rénovation du domaine de Los Hidalgo, mon plus gros contrat de design à ce jour. Il changea de sujet en moins de 2 minutes pour parler d'un nouveau costume qu'il voulait acheter. Ce schéma s'était répété d'innombrables fois tout au long de notre mariage. Mes réussites minimisées, les siennes célébrées et centrées. La disparité avait été si graduelle que je m'étais convaincu que c'était normal, que soutenir sa carrière était mon rôle dans notre partenariat. Le temps que je reconnaisse le déséquilibre pour ce qu'il était, j'avais déjà cédé tellement de mon identité que la récupérer semblait impossible. La goutte d'eau n'a même pas été la liaison, dis-je à voix basse. Ce fut de découvrir qu'il avait hypothéqué notre maison sans me le dire. La main de Marcos se resserra sur le volant. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait réussi. Les signatures falsifiées sont remarquablement efficaces quand on a un notaire coopératif dans son cabinet d'avocat. La découverte, il y a 3 mois, avait été le catalyseur de mon plan d'évasion. Trouver des documents hypothécaires cachés dans le tiroir du bureau de Ricardo à la maison. La documentation d'un prêt de 750 000 € sur notre maison entièrement payée. De l'argent qui avait disparu dans des comptes auxquels je ne pouvais pas accéder. Quand je l'ai confronté, Ricardo a balayé mes inquiétudes avec une aisance étudiée. C'est une solution temporaire de liquidité, Catalina. Le développement Costa del Sol nécessite un certain investissement personnel des associés. Les rendements seront spectaculaires. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. La phrase qu'il avait utilisée d'innombrables fois tout au long de notre mariage, précédant généralement des décisions qui profitaient à sa carrière, son confort, son image, tout en me coûtant des fragments de mon indépendance. Fais-moi confiance quand nous vendrons la maison de ta grand-mère au lac pour investir dans le cabinet. Fais-moi confiance quand nous utiliserons ton héritage pour l'acompte de la propriété de la Moraleja. Fais-moi confiance quand je dis qu'il n'y a rien entre Isabelle et moi. L'as-tu jamais confronté directement à propos d'Isabelle? Demanda Marcos, comme s'il lisait dans mes pensées. Quel en serait le but? Il nierait. Il me ferait me sentir paranoïaque et insécurisé. Du Ricardo classique. Je secouai la tête. De plus, Isabelle n'était pas le problème. Elle n'était qu'un symptôme. La liaison, dont j'avais connaissance depuis au moins 4 mois, grâce aux relevés bancaires montrant des achats de bijoux et des frais d'hôtel à Lisbonne, alors que Ricardo était censé être dans une retraite d'associés à Porto, était simplement la confirmation finale que notre mariage n'existait plus que comme un arrangement pratique pour Ricardo. Il voulait l'épouse respectable à la maison, tout en poursuivant ses véritables passions ailleurs. Tu sais qu'il te dépeindra comme instable, avertit Marcos, alors que nous dévions de l'autoroute côtière vers une route moins fréquentée, se dirigeant vers l'intérieur des terres. Quand il réalisera ce que tu as fait, il créera un récit qui fera de lui la victime. Qu'il le fasse. Je ressentis une légèreté surprenante en pensant à Ricardo tissant ses histoires, essayant de contrôler une situation qui lui avait déjà échappé. Le temps qu'il découvre l'étendue de ce que j'ai fait, je serai déjà établi dans un endroit qu'il ne pourra pas atteindre. Marcos me regarda avec respect
et peut-être une pointe d'inquiétude. Tu as toujours eu 10 coups d'avance sur tout le monde, Catalina. C'est pour ça que tu aurais été une avocate formidable. Peut-être que je le suis encore, répondis-je, m'autorisant à envisager des possibilités qui m'avaient semblé fermées pendant des années. Alors que nous nous éloignions de la côte, loin de la vie que j'avais partagée avec Ricardo, je pensais à la documentation soigneusement cachée dans un compte cloud sécurisé. Des copies des papiers hypothécaires falsifiés, des relevés bancaires montrant le siphonnage systématique de nos actifs conjoints par Ricardo, des registres de ses investissements qui ne généraient jamais de rendement pour notre foyer, des preuves que j'avais méthodiquement rassemblées pendant des mois, non par vengeance, mais par autopréservation. On y est presque, dit Marcos, alors que nous approchions d'une cabane isolée, nichée parmi des pins imposants. La propriété, officiellement détenue par une entité corporative que Marcos avait créée des années auparavant, était notre maison sûre temporaire convenue, le lieu où Catalina Soto disparaîtrait et où quelqu'un de nouveau émergerait. « Tu as décidé d'un nom ?» demanda Marcos en se garant près de la cabane, les phares illuminant un petit porche couvert. Je souris, ressentant la première émotion authentique que j'avais éprouvée depuis des mois. Elena Vidal, le prénom emprunté à ma chère grand-mère, le nom de famille simple et facile à oublier, une identité que j'avais construite pièce par pièce pendant que Ricardo était occupé avec Isabelle et le développement de Costa del Sol. Elena Vidal, répéta Marcos. Ça te va bien, d'une certaine manière. À l'intérieur de la cabane, chaleureuse et rustique avec sa cheminée en pierre et ses poutres en bois, j'enlevai enfin les talons inconfortables que j'avais portés au gala. Le soulagement physique égalait le soulagement émotionnel de m'éloigner d'un mariage qui m'avait lentement étouffé. Je retirai les boucles d'oreilles en diamant, le cadeau calculé de Ricardo qui avait pris de la valeur, un investissement déguisé en affection, et les posai sur la table basse. « Tu peux les vendre aussi », dis-je à Marcos, qui se chargerait de liquider les actifs que je pouvais légalement réclamer pendant que j'établissais ma nouvelle vie. « Ajoute-les au fonds d'évasion. » Marcos hocha la tête, plaçant un verre de vin rouge dans ma main. Un cabernet d'un vignoble que nous avions visité lors d'un voyage universitaire bien avant Ricardo, avant les complications, quand les possibilités semblaient illimitées. À Elena Vidal, porta-t-il un toast, levant son propre verre. Vive la vie que Catalina Soto méritait. Je trinquai avec mon verre contre le sien, la cérémonie simple marquant la transition que j'avais planifiée avec tant de soin. Aux secondes chances, ajoutai-je, alors que nous nous asseyions devant la cheminée, les flammes crépitantes projetant des ombres dansantes sur les murs rustiques. Je ressentis une absence surprenante de douleur pour mon mariage. Peut-être l'avais-je déjà pleuré pendant les mois de découverte et de planification, ou peut-être ne restait-il rien à pleurer après des années de lente érosion. Il doit déjà être à la maison, dis-je, imaginant Ricardo entrant dans notre impeccable maison à la Moraleja, s'attendant à me trouver, s'attendant à être réprimandé pour mon geste dramatique au gala. Vérifiant la chambre d'amis, appelant mon portable à plusieurs reprises. D'ici demain matin, il appellera des amis, la famille, peut-être même des hôpitaux, ajouta Marcos, son ton neutre plutôt qu'inquiet. D'ici demain midi, il contactera la police, continuai-je, repassant le scénario que nous avions répété. Ils prendront un rapport, mais expliqueront que les adultes ont le droit de quitter leur mariage. Ils ne verront aucune preuve d'acte criminel, aucune raison de consacrer des ressources à retrouver une femme qui s'est simplement éloignée de son mari. Et le temps qu'il pense à vérifier tes comptes personnels, il les trouvera vides. Je terminais. Légalement,
de manière justifiée, vide d'exactement la moitié de nos actifs conjoints légitimes, ni plus ni moins. Ce que Ricardo ne découvrirait jamais, peut-être pas avant que la société hypothécaire ne commence à exiger des paiements en retard, c'était la preuve que j'avais sécurisé de ses indiscrétions financières, son utilisation non autorisée de notre maison comme garantie, son siphonnage systématique de nos comptes d'investissement. D'ici là, Catalina Soto serait un fantôme, et Elena Vidal construirait une nouvelle vie loin des manoirs côtiers de Madrid et des galas de charité. « As-tu peur ?» demanda Marcos, sa question brisant le silence confortable qui s'était installé entre nous. Je considérais la question sérieusement, faisant tourner le vin dans mon verre. Pas de partir, pas de recommencer. Je marquais une pause, reconnaissant un battement d'anxiété sous ma détermination. Peut-être un peu peur de qui je serais sans lui. Ça fait 11 ans que je m'adapte à ses attentes. Tu as été toi-même, Catalina, bien avant d'être Madame Soto, me rappela doucement Marcos, et tu le seras encore plus en tant qu'Elena. Dehors, un hibou ulula doucement dans l'obscurité. Le son se glissait par la fenêtre légèrement entr'ouverte de la cabane. Une créature nocturne, à l'aise dans les ombres, sûre de son chemin, même sans pleine lumière. Je me surpris à sourire devant ce parallèle. Demain on teint ça, dis-je en touchant mes cheveux noirs, que Ricardo avait toujours insisté pour que je garde long, et je commence à devenir quelqu'un qu'il ne reconnaîtra pas s'il me croise dans la rue. La pensée aurait dû être terrifiante, effacer les marqueurs externes d'une identité que j'avais eue pendant près de 4 décennies. Au lieu de cela, cela ressemblait à la liberté, comme sortir d'un costume que j'avais porté pour une performance épuisante qui n'avait jamais gagné d'applaudissements sincères. La bonne nouvelle, dit Marcos avec un petit sourire, c'est que Ricardo a été tellement absorbé par lui-même pendant si longtemps qu'il ne pourrait probablement pas te décrire avec précision aux enquêteurs de toute façon. L'observation m'arracha un éclat de rire, peut-être le premier authentique depuis des mois. Tu as raison. Il se souviendrait des marques de créateurs, de la coiffure adéquate, des bijoux acceptables. Pas de moi. Jamais vraiment de moi. À mesure que la nuit s'épaississait autour de la cabane, je sentis les premiers frémissements timides de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La possibilité. Quelque part au-delà de cette nuit, au-delà de la disparition que j'avais orchestrée avec tant de soin, Elena Vidal attendait de surgir. Une femme non définie par sa relation avec un homme qui ne l'avait jamais vraiment vue. Une femme avec des plans, des ressources et la sagesse durement acquise de quelqu'un qui avait appris que disparaître pouvait parfois être le moyen le plus puissant de devenir visible pour soi-même. « Dors un peu », conseilla Marcos, ramassant nos verres de vin vides. La transformation de demain commence tôt. J'acquiesçais, soudain consciente de l'épuisement profond qui accompagnait l'adrénaline de mon évasion. Alors que je me préparais à me coucher dans la petite mais confortable chambre d'amis de la cabane, je réalisais que j'avais laissé mon alliance, non pas comme un geste dramatique pour que Ricardo la trouve, mais comme un délestage délibéré, laissant derrière moi le poids de promesses qui s'étaient révélées vides, d'attentes qui s'étaient révélées restrictives et d'une vie qui s'était avérée construite sur des sables mouvants plutôt que sur des fondations solides. Ce que Ricardo ne comprendrait jamais, même en me cherchant dans les jours à venir, c'était que je ne l'avais pas simplement quitté. Je m'étais choisi moi-même, peut-être pour la première fois depuis notre rencontre, et dans ce choix résidait un pouvoir qu'il n'avait jamais reconnu que je possédais. Pensez-vous que Ricardo regrettera de ne pas m'avoir valorisé? Laissez-nous vos prédictions dans les commentaires. Je me réveillais au son de mon nouveau téléphone vibrant
avec un appel entrant. L'horloge numérique à côté du lit indiquait 8h17, plus tard que ce que j'avais voulu dormir, mais compréhensible étant donné le coup émotionnel de la nuit précédente. Le nom de Marcos illumina l'écran. « Ricardo a appelé la police », dit-il sans préambule quand je répondis. Il joue le rôle du mari inquiet. Durement. Je m'assis immédiatement, alerte. Sitôt, c'est plus rapide que ce que nous avions anticipé. Il a des connexions dans le département. Tu te souviens de cette levée de fonds qu'il a organisée pour la campagne de réélection du chef de la police? Ils ont accepté de traiter cela comme un cas prioritaire de personnes disparues au lieu d'attendre les 24 heures habituelles. C'était la première véritable complication dans mon plan d'évasion soigneusement construit. Ricardo bougeait plus vite, utilisant son influence de manière plus efficace que je ne l'avais calculé. Un frisson me parcourut malgré la chaleur de la cabane. « Comment sais-tu cela? » demandai-je, bougeant déjà pour rassembler les vêtements que Marcos avait achetés pour Elena Vidal. Des articles simples, pratiques, rien à voir avec la garde-robe de créateur de Catalina Soto. J'ai une amie au commissariat. Elle a appelé pour me prévenir qu'il vérifie les connaissances, moi y compris. Attends-toi à une visite à mon appartement d'une heure à l'autre. Mon rythme cardiaque s'accéléra. Tu dois partir. Je suis déjà en route vers l'emplacement secondaire. J'ai pris l'essentiel et nettoyé les surfaces. Marcos avait prévu des imprévus comme celui-ci. Son expérience en cybersécurité de haut niveau le rendait naturellement paranoïaque. Mais cela accélère notre calendrier. Tu dois être complètement transformé et sur la route avant midi. Je regardais la variété de fournitures qui attendaient sur le comptoir. Teinture pour cheveux, lentilles de contact colorées, techniques de maquillage, recherchées spécifiquement pour altérer l'apparence de ma structure faciale. La transformation physique de Catalina en Elena prendrait normalement du temps et une pratique minutieuse. Maintenant, je devrais me dépêcher. Et pour les transferts financiers? Demandai-je, recalculant mentalement chaque étape de mon plan. Terminés à 6 heures du matin comme prévu. La moitié de tous les actifs conjoints légitimes transférés vers les comptes et intraçables. La documentation de sa mauvaise conduite financière est en sécurité dans le cloud. Le dispositif de sécurité est actif. Le dispositif de sécurité avait été l'idée de Marcos. Si je n'entrais pas un code spécifique toutes les 72 heures, la preuve des irrégularités financières de Ricardo serait automatiquement envoyée aux associés de son cabinet d'avocats, à la société hypothécaire et au barreau de Madrid. Une assurance contre Ricardo s'il utilisait ses ressources pour me poursuivre au-delà des limites raisonnables. Il donne des interviews aux nouvelles locales, continua Marcos. Télémadrid diffuse déjà un segment sur l'épouse disparue de l'avocat éminent. Il a fait circuler une photo de toi de la fête de Noël du cabinet. J'ouvris le site web d'actualité locale sur mon nouveau téléphone et me retrouvai à regarder une image de Catalina Soto dans une robe de cocktail Bordeaux, souriant aux côtés de Ricardo lors de la fête de Noël du cabinet 4 mois plus tôt. Le titre disait « L'épouse d'un avocat éminent disparaît après un gala de bienfaisance ». La déclaration de Ricardo à la presse était un chef-d'œuvre de rhétorique de mari inquiet. Je suis désespéré de retrouver ma femme et de m'assurer qu'elle est en sécurité. Catalina a été soumise à un stress important dernièrement et je crains qu'elle ne soit désorientée ou confuse. Si quelqu'un l'a vue, s'il vous plaît, contactez les autorités immédiatement. Stress, désorientée, confuse. Lus les mots à haute voix, un rire amer m'échappant. Il prépare déjà la défense de la santé mentale. Livre de jeu standard, confirma Marcos. Si ce n'est pas une victime d'un crime, elle doit être instable. C'était exactement comme nous l'avions prédit.
Ricardo n'accepterait jamais que j'ai choisi de le quitter, que j'ai orchestré ma propre disparition. Son ego exigeait que je sois enlevée ou mentalement incompétente. L'alternative, que je l'avais déjouée, était inconcevable pour un homme qui avait construit son identité sur le fait d'être la personne la plus intelligente dans chaque pièce. « Il y a plus », dit Marcos, sa voix prenant une gravité qui me donna un autre frisson. Il offre une récompense de 50 000 € pour toute information menant à ton retour en toute sécurité. C'était inattendu. Pas la récompense en soi, qui était une tactique prévisible, mais le montant. 50 000 € était suffisamment substantiel pour motiver des efforts sérieux de détectives amateurs, d'individus désespérés et même d'enquêteurs professionnels en dehors de la police. Cela complique les choses, reconnus-je, m'approchant de la fenêtre pour vérifier le périmètre de la cabane. La propriété était isolée, entourée de pins denses, mais elle ne semblait plus aussi sûre que la veille au soir. Nous devons avancer le calendrier pour me faire sortir de la région. J'y travaille déjà. Le billet de bus pour Séville est maintenant inutile. Trop de témoins potentiels. Trop facile à tracer. J'arrange une alternative. Le bruit de la circulation de l'autoroute me parvint par le téléphone. Marcos conduisait clairement pendant que nous parlions. Vérifie le deuxième compartiment de ton sac d'urgence. Il y a une enveloppe avec 10 000 € en liquide et une identification de secours pour les urgences. J'ouvris le compartiment caché de la valise et trouvai l'enveloppe manille scellée exactement comme décrite. À l'intérieur se trouvait un permis de conduire au nom de Sarah Navarro avec ma photo, ainsi que l'argent liquide en diverses coupures. Nous avions préparé cette identité secondaire comme assurance, bien que j'ai espéré ne pas en avoir besoin. Je serai Elena jusqu'à ce que je traverse la frontière régionale, décidai-je. Ensuite, je passerai à Sarah pour la prochaine étape. Bonne idée, moins de chances d'établir un modèle. Marcos marqua une pause et je pus l'entendre changer de voix. Il y a autre chose que tu dois savoir. Isabelle Ferrer n'est plus seulement la collègue de Ricardo. Selon ma source au département, elle est chez toi en ce moment même, soutenant Ricardo dans ce moment difficile. La révélation n'aurait pas dû me blesser. Je savais pour leur liaison depuis des mois. Je l'avais utilisée stratégiquement comme couverture pour mes propres préparatifs. Pourtant, quelque chose dans la rapidité avec laquelle Isabelle avait assumé le rôle de partenaire de soutien, dormant probablement dans mon lit moins de 24 heures après ma disparition, ressemblait à une confirmation finale du peu que mon mariage avait signifié. Bien sûr que oui, dis-je, gardant la voix ferme. C'est en fait utile. Plus Ricardo sera distrait par Isabelle, moins il me cherchera efficacement. Ne le sous-estime pas, Catalina, avertit Marcos. Indépendamment de ses défauts personnels, il a bâti sa carrière sur la découverte des faiblesses dans les positions adverses. Et en ce moment, c'est toi l'opposition. Il avait raison. Malgré tout son égocentrisme et sa trahison, Ricardo Soto était un esprit juridique redoutable, avec des connexions dans tout le sud de l'Espagne et des ressources que je ne pouvais égaler. S'il se consacrait à me retrouver avec la même intensité qu'il appliquait à gagner des procès, mon évasion soigneusement construite pourrait s'effondrer. Il y a un autre développement, continua Marcos après un moment de silence. Ils ont accédé aux données de localisation de ton téléphone portable personnel. La police l'a triangulé dans la zone du club nautique, évidemment, puisque c'est là que tu l'as laissé. Mais ils étendent le rayon de recherche et vérifient toutes les caméras de surveillance dans un périmètre de 5 km. C'était attendu, une procédure d'enquête élémentaire, mais l'entendre confirmer rendait la menace plus immédiate. S'ils identifiaient la Tesla de Marcos sur les enregistrements de sécurité,
Le lien serait établi, et il ferait face à un interrogatoire sérieux. « Tu dois te débarrasser de ta voiture, » dis-je, réalisant soudain. Ils vont la chercher maintenant. Déjà réglé. Je vais rencontrer un contact à Tolède qui se spécialise dans la fourniture de transports intraçables. D'ici ce soir, la Tesla sera dans un conteneur d'expédition à destination du port de Valence, et je conduirai quelque chose de complètement oubliable. Marcos avait des ressources et des connexions dont je n'avais pas connaissance, jusqu'à ce que je l'approche pour demander de l'aide il y a 6 mois. Sa propre expérience pour échapper à une relation abusive l'avait amené à développer un réseau de personnes opérant dans l'ombre de la légalité. Pas exactement des criminels, mais des spécialistes pour aider les gens à disparaître légitimement de situations dangereuses. Je me dirigeais vers la salle de bain et commençais le processus de transformation, appliquant la teinture blond miel foncé qui remplacerait ma couleur naturelle, presque noire. Alors que l'odeur chimique remplissait le petit espace, j'étudiais mon reflet. Le visage qui avait souri docilement sur d'innombrables photos du cabinet avait gardé sa composition à travers des années de diminution subtile. Il était devenu un masque que je portais si convaincant que j'oubliais parfois ce qui se trouvait dessous. « Tu crois qu'il m'a aimé ?» demandai-je soudainement, la question surgissant d'un endroit vulnérable que j'avais cru sceller. À un moment donné, Marcos garda le silence pendant un long moment. « Je crois qu'il aimait ta voix, » répondit-il finalement. L'épouse parfaite de l'avocat, belle et suffisamment prospère pour bien le refléter, suffisamment complaisante pour ne pas défier son sentiment de supériorité. « Si c'est ça l'amour, ce n'en est pas, » terminai-je, appliquant la teinture avec des gestes méthodiques. Ça ne l'a jamais été. En attendant que la couleur prenne, j'allumai l'ordinateur portable que Marcos m'avait fourni, un appareil propre avec des mesures de sécurité qui rendraient le traçage presque impossible. J'avais besoin de vérifier mes nouveaux comptes financiers, confirmer que les transferts avaient été effectués avec succès et revoir les options de transport pour quitter l'Espagne. Le compte offshore affichait le solde attendu, exactement la moitié de ce que Ricardo et moi avions accumulé. Légitimement ensemble en 11 ans de mariage. J'avais été méticuleuse sur ce point, travaillant avec un expert comptable judiciaire pour identifier et documenter quels actifs étaient véritablement conjoints et ce que Ricardo avait détourné vers ses comptes privés ou investi sans ma connaissance ou mon consentement. J'avais pris précisément ce qui était légalement à moi, pas un centime de plus. Ce que Ricardo découvrirait, graduellement et douloureusement, dans les semaines à venir, c'était combien il avait gaspillé ou caché que j'avais décidé de ne pas poursuivre. La maison hypothéquée, les fonds de retraite détournés, les investissements qui n'avaient, d'une manière ou d'une autre, jamais généré de rendement pour notre foyer. J'avais tout documenté, mais je l'avais laissé derrière moi. Des preuves qui ne surgiraient que s'il poussait trop fort pour me retrouver. L'écran de mon ordinateur portable clignota soudainement. Puis, il afficha une demande d'appel vidéo entrant de Marcos. J'acceptai, et son visage apparut, tendu mais concentré alors qu'il conduisait. « Changement de plan », dit-il sans salutation. « Ils ont trouvé ton téléphone portable au club nautique, ce qui signifie qu'ils savent que tu l'as laissé délibérément. Ricardo suggère maintenant aux enquêteurs que tu pourrais avoir planifié cette disparition depuis un certain temps. Il vérifie ton historique de recherche Internet, tes relevés bancaires, tes relevés téléphoniques, tout. » L'accélération de l'enquête me provoqua une montée d'adrénaline. Ricardo pensait plus clairement, plus stratégiquement que je ne lui en avais donné crédit. Peut-être que la perte publique de réputation, l'avocat éminent dont la femme est partie pendant un gala de bienfaisance, avait aiguisé sa concentration.
habituellement égocentrique. « Qu'est-ce que cela signifie pour notre calendrier ?» demandai-je, sachant déjà que la réponse ne serait pas bonne. « Cela signifie qu'ils vont te relier à moi en quelques heures, pas en jours. Chaque minute que tu restes dans la cabane augmente le risque. » Marcos vérifia son rétroviseur, une habitude née d'une paranoïa justifiée. J'ai arrangé une extraction. Il y a une femme qui arrivera dans environ 45 minutes, la soixantaine. Elle conduit une Subaru Outback marron. Elle s'identifiera comme Teresa du club de lecture. Pars avec elle. Sans poser de questions. Marcos, j'ai besoin de disparaître pendant un moment, Catalina. Il m'interrompit. Une fois qu'ils m'auront identifié comme ton complice, ils surveilleront tout. Mes mouvements, communication, transactions financières. Je me suis préparé à cela, mais cela signifie que je ne pourrai pas te contacter directement pendant un certain temps. La constatation que j'étais sur le point de perdre mon seul allié, ma bouée de sauvetage dans cette transition précaire, me frappa avec une force inattendue. Comment saurais-je que tu vas bien? Cherche les confirmations de dons au Fonds pour la vie sauvage du Pacifique. Un don chaque semaine. Je suis en sécurité. S'il s'arrête, il n'avait pas besoin de terminer la phrase. « Est-ce que ça en vaut la peine? » demandai-je soudainement. « Le risque pour toi? Pour ta carrière? Peut-être que je devrais simplement... » Il m'interrompit fermement. « Ne pense même pas à revenir. Tu avais des raisons valables et sérieuses de partir. Les tromperies financières de Ricardo justifient à elles seules tout ce que tu fais. » Son expression s'adoucit légèrement. De plus, ce n'est pas ma première fois avec des tours de disparition. Je sais comment devenir invisible quand c'est nécessaire. J'acquiesçais, forçant à disparaître le doute qui avait surgi momentanément. Merci pour tout. Fini de devenir Elena, instruisit-il, les yeux de nouveau sur la route. Je te remercie de m'avoir aidé. Je suis content que tu aies une bonne expérience. Je le ferai avec beaucoup de fierté. Je t'aime. L'appel vidéo se termina, me laissant regarder mon reflet sur l'écran noirci. Catalina Soto en transition. Avec les cheveux couverts de teinture, les traits encore reconnaissables, mais bientôt altérés, grâce à une application soignée de techniques recherchées pendant des mois de préparation. Je retournai à la salle de bain pour rincer la teinture de mes cheveux, observant l'eau couler brun doré, emportant l'obscurité qui avait fait partie de mon identité pendant des décennies. En séchant et coiffant les nouvelles mèches blondes miel, je reconnaissais à peine la femme dans le miroir, ce qui était précisément l'objectif. Les lentilles de contact colorées furent l'étape suivante, transformant mes yeux marron foncé en une couleur noisette claire, ce qui changea complètement l'impact de mon visage. Puis le maquillage, appliqué pour altérer subtilement la structure apparente de mes pommettes, la plénitude de mes lèvres, l'arche de mes sourcils, de petits changements individuellement, mais qui, cumulativement, créaient une femme que Ricardo passerait sans un second regard. 40 minutes après l'appel de Marcos, je me tins debout complètement habillé en Elena Vidal, aux cheveux blonds miel, aux yeux noisettes, portant un jean et un chemisier simple au lieu des robes sur mesure de Catalina, des bottines pratiques au lieu de talons de créateur, une simple chaîne en argent au lieu de bijoux voyants. J'emballais les quelques articles restants dans mon sac à dos d'urgence, m'assurant de ne laisser aucune trace de ma présence dans la cabane. De la fenêtre, je vis une Subaru marron tourner dans le chemin de terre, juste à temps. Une femme aux cheveux argentés et portant une veste en jean pratique émergea, scannant la propriété avec la vigilance de quelqu'un habitué aux opérations clandestines. Alors que je me préparais à la rencontrer, à faire le pas suivant dans mon acte de disparition soigneusement planifié, je pensais à Ricardo, probablement debout dans notre salon en ce moment même,
entouré de policiers et d'enquêteurs, avec Isabelle flottant à ses côtés, sa fureur contenue augmentant en réalisant que sa femme ne l'avait pas seulement quitté, mais qu'elle l'avait fait d'une manière qui sapait publiquement son image soigneusement construite. La femme qui avait été Catalina Soto sourit à cette image, un sourire qui appartenait désormais entièrement à Elena Vidal, et prit son sac. Il était temps de disparaître complètement. Teresa du club de lecture s'avéra être Marlène Vasquez, une travailleuse sociale à la retraite qui consacrait désormais sa vie à aider les femmes à échapper à des situations dangereuses. Ses cheveux argentés étaient tressés de manière pratique et des rides d'expression encadraient des yeux qui ne manquaient rien alors qu'elle nous éloignait de la cabane. « Tu es mieux préparé que la plupart », commenta-t-elle après avoir conduit pendant près d'1 heure dans un silence confortable. La plupart des femmes arrivent avec rien d'autre que les vêtements qu'elles portent et la terreur dans les yeux. « J'ai eu le temps de planifier », répondis-je, observant le paysage passer d'une forêt dense à un désert ouvert, alors que nous nous dirigions vers l'est. « Et des ressources », opina Marlène, ses yeux ne quittant jamais la route. « Les ressources aident, mais la planification, c'est ce qui fait la différence entre celles qui restent et celles qui sont ramenées de force. » Au cours des heures suivantes, nous voyageâmes par des routes secondaires, évitant les principales autoroutes et leurs caméras de surveillance. Marlène fut méticuleuse pour varier notre vitesse, prendre des virages inattendus et changer les plaques d'immatriculation dans une station-service isolée, où le gérant la salua avec familiarité, mais ne posa aucune question. En fin d'après-midi, nous arrivâmes à ce qui semblait être un motel abandonné à la périphérie d'une petite ville du désert. L'enseigne délavée disait « Posada del Sol », mais le parking était vide, à l'exception de 3 véhicules bien entretenus, qui contredisaient l'extérieur délabré de la propriété. « Base des opérations », expliqua Marlène en faisant le tour par l'arrière du bâtiment. De l'extérieur, ça ne ressemble à rien, ce qui est exactement le but. À l'intérieur, le motel se révéla être une maison surpropre et fonctionnelle. Le hall avait été converti en espace commun, avec des meubles confortables, une cuisine bien approvisionnée et plusieurs postes de travail. 2 femmes levèrent les yeux à main, car les yeux quand nous entrâmes. L'une de mon âge environ, l'autre sortant à peine de la vingtaine. Toutes 2 avec le regard vigilant de personnes habituées à regarder par-dessus leur épaule. « Voici Elena », me présenta Marlène, utilisant mon nouveau nom avec naturel. Elle sera avec nous brièvement, avant de continuer son voyage. Les femmes acquiescèrent, mais n'offrirent pas leur nom. Un autre protocole de sécurité dans un lieu où les identités étaient des choses précieuses et fragiles. Je reconnus le positionnement prudent de la femme plus âgée, assise dos au mur, avec des lignes de vue claires sur toutes les entrées, comme l'habitude de quelqu'un qui avait appris la vigilance à la dure. « Tu peux utiliser la chambre 12, » me dit Marlène, me tendant une clé attachée à un simple porte-clés en bois. « Il y a un accès à Internet sécurisé si tu en as besoin, mais je te conseille une empreinte numérique minimale pendant au moins les 72 premières heures après la disparition. » Je la remerciai et me dirigeai vers la chambre, petite mais impeccablement propre, avec des rideaux occultants et une machine à bruit blanc près du lit. Après avoir posé mon sac, je m'accordai un moment pour reconnaître l'irréalité de ma situation. 2 jours plus tôt, j'avais été Catalina Soto, designer d'intérieur respecté et épouse de l'éminent avocat Ricardo Soto, me préparant pour un gala de charité dans notre communauté côtière. Maintenant, j'étais Elena Vidal, une femme aux cheveux blonds,
et aux yeux noisettes, caché dans une maison sûre secrète dans le désert. Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Marlène était là, tenant une tablette. « J'ai pensé que tu voudrais voir ça, » dit-elle, son expression soigneusement neutre. « Ta disparition a fait les nouvelles nationales. » Elle me tendit la tablette, montrant un article du journal El País. La recherche de l'épouse disparue d'un avocat espagnol s'intensifie. L'histoire incluait un portrait formel de Ricardo, avec une expression convenablement inquiète, à côté d'une photo récente de moi lors d'un événement caritatif. L'article citait longuement Ricardo sur mon comportement de plus en plus erratique au cours des derniers mois et ses craintes pour ma sécurité. « Il est certainement engagé dans le récit », observai-je, scannant l'article avec un détachement professionnel, suggérant que je pourrais avoir montré des symptômes de démence précoce. C'est créatif. Marlène m'étudia avec un nouveau respect. La plupart des femmes seraient bouleversées de voir leur mari questionner publiquement leur santé mentale. Je suis sûr qu'il préférerait cela à l'alternative, admettre que sa femme l'a quitté parce qu'elle a découvert sa fraude financière et son infidélité. Je lui rendis la tablette. De plus, c'est ce à quoi je m'attendais. Ricardo protégera sa réputation à tout prix. « Il y a autre chose, » dit Marlène, son ton changeant légèrement. Quelque chose qui n'était pas dans notre rapport initial de Marcos. Elle montra un autre article de presse d'un journal économique local de Madrid. Ceci est sorti il y a 3 jours, avant ta disparition. Le titre disait « Soto et Associés ouvrira un bureau à New York en pleine expansion ». L'article détaillait comment Ricardo Soto, anciennement de Ortega, Garrigues et Associés, lançait sa propre entreprise avec le soutien d'investisseurs importants, y compris le groupe financier Ferrer. Ferrer, répétai-je, le nom s'enregistrant immédiatement. Comme Isabelle Ferrer, opina Marlène. Selon ceci, son père, Roberto Ferrer, est le principal investisseur dans la nouvelle entreprise de Ricardo. Le bureau de New York doit ouvrir le mois prochain, avec Ricardo déménageant pour superviser les opérations. Je repris la tablette, scannant l'article plus attentivement. C'était là, noir sur blanc, la preuve de projet que Ricardo n'avait jamais mentionné, un mouvement professionnel important et une relocalisation qu'il avait gardée complètement cachée à sa femme. Il prévoyait déjà de partir de toute façon, dis-je doucement, la compréhension se cristallisant avec une clarté parfaite. Tous ces investissements mystérieux, l'hypothèque de notre maison, il finançait sa propre stratégie de sortie. Il y a plus. Marlène fit glisser vers un autre article, celui-ci d'une publication immobilière datée de seulement 1 semaine auparavant. Ricardo Soto et Isabelle Ferrer ont acheté un penthouse à Manhattan pour 4 millions de dollars. Le sol sembla bouger sous mes pieds alors que je regardais la photo de mon mari et de sa maîtresse debout, fièrement dans un élégant appartement de Manhattan avec une vue panoramique sur Central Park. L'article mentionnait qu'il se préparait pour un style de vie bicotier, avec le lancement du siège de Soto et Associés sur la côte Est. 4,2 millions, répétai-je d'une voix sourde. C'est presque exactement le montant qu'il a retiré de nos comptes l'année dernière. Étourdi, l'expression de Marlène était compatissante, mais pas surprise. Les hommes comme ton mari suivent souvent des schémas prévisibles. Ils ne partent pas tant que tout n'est pas arrangé en leur faveur. Je m'assis lourdement sur le bord du lit, la tablette toujours serrée dans mes mains. Tous ces mois passés à planifier mon évasion, à rassembler des preuves des tromperies financières de Ricardo, à documenter sa liaison avec Isabelle. Et tout ce temps, il se préparait à me rejeter de toute façon. Le capital hypothécaire qu'il avait volé,
les comptes d'investissement qu'il avait vidés, les fonds de retraite qu'il avait empruntés, tout canalisé vers sa nouvelle vie avec Isabelle. Une vie qui prenait forme parallèlement à mes propres plans d'évasion. Quand allait-il me le dire? Me demandai-je à haute voix, bien que la réponse fût évidente. Ricardo m'aurait prise par surprise au moment le plus avantageux pour lui, me laissant avec le moins de temps et de ressources possibles pour contester ses actions. « Est-ce que cela change quelque chose pour toi? » demanda Marlène à voix basse, de savoir qu'il prévoyait de partir. Je considérais la question soigneusement, examinant ma réponse émotionnelle à cette révélation. Il y avait du choc, certainement, et un étrange sentiment de justification. Mes soupçons n'étaient pas seulement corrects, mais peut-être même sous-estimés. Mais, sous ces réactions immédiates, il y avait quelque chose d'inattendu. Soulagement. Ça change tout, dis-je finalement, regardant Marlène avec une nouvelle clarté. Et rien du tout. Elle haussa un sourcil, attendant que je développe. J'ai passé des mois à me demander si je réagissais de manière excessive, si j'aurais dû essayer plus fort de sauver mon mariage, expliquai-je. Une partie de moi se demandait encore si je commettais une erreur catastrophique en disparaissant, s'il y aurait pu y avoir un chemin vers la réconciliation, si j'avais confronté Ricardo directement. Je montrai la tablette avec ses preuves accablantes. Maintenant, je sais qu'il n'y en avait pas. Pendant que je planifiais mon évasion, il arrangeait mon abandon. La seule différence est que mon chemin préserve ma dignité et ma sécurité financière. Le sien t'aurait laissé sous le choc et dans la misère, opina Marlène, la compréhension illuminant ses yeux. C'est pourquoi nous documentons tout. C'est pourquoi nous rassemblons des preuves, même quand nous ne sommes pas sûrs d'en avoir besoin. Parce que les hommes comme ton mari réécrivent l'histoire pour qu'elle corresponde à leur récit. Je pensais au stockage cloud rempli de registres méticuleux des manipulations financières de Ricardo. La preuve que j'avais compilée, non par vengeance, mais par autopréservation. Une preuve qui servait maintenant un double objectif. Me protéger de sa persécution et fournir des preuves irréfutables que mon départ avait été non seulement justifié, mais nécessaire. Je dois contacter Marcos, dis-je en me levant avec une détermination renouvelée. Cela change notre position de négociation de manière significative. Marcos a disparu, me rappela Marlène. Mais j'ai un canal de communication sécurisé que je peux utiliser en cas d'urgence. Cela se qualifie. Elle reprit la tablette. Que veux-tu que je lui dise? Je réfléchis soigneusement, considérant les implications stratégiques de cette nouvelle information. Dis-lui d'accélérer la libération de la documentation aux anciens associés de Ricardo chez Ortega, Garrigues et Associés. Il mérite de savoir qu'il a volé ses clients pour sa nouvelle entreprise. Et dis-lui de donner un tuyau anonyme au barreau de Madrid concernant l'achat du penthouse à Manhattan. Ils seront très intéressés de savoir comment un avocat prétendument inquiet pour sa femme disparue a réussi à conclure l'achat d'une propriété de luxe quelques jours avant sa disparition. Le sourire de Marlène fut approbateur. Autre chose? Oui, dis-je, un plan se formant rapidement dans mon esprit. Je veux modifier ma route d'évasion. Au lieu d'aller vers l'ouest comme nous l'avions prévu à l'origine, je vais vers l'est, à New York. Ses sourcils se levèrent de surprise. Cela semble risqué. New York ne sera-t-il pas le premier endroit où ils chercheront une fois que le lien avec le bureau de Ricardo sera rendu public? Exactement, confirmai-je. Ils chercheront Catalina Soto à New York, une femme désespérée essayant de confronter son mari et sa maîtresse. Personne ne cherchera Elena Vidal, la consultante en affaires indépendante arrivée en ville des mois avant la relocalisation prévue de Ricardo et Isabelle.
La compréhension se fit jour dans les yeux de Marlène. Tu vas t'établir sur leur territoire avant qu'ils n'arrivent. Je vais être là à attendre quand leur nouvelle vie soigneusement construite implosera, corrigeai-je. Pas pour les confronter ou les exposer personnellement. Cela me mettrait en danger. Mais pour m'assurer d'avoir des sièges au premier rang pour les conséquences de leurs actions. Pour la première fois depuis que j'avais placé mon alliance sur cette table de cocktail au club nautique de Marbella, je ressentis quelque chose au-delà de la détermination et du soulagement. Je ressentis une étincelle d'excitation authentique pour l'avenir. Pas un avenir défini par la réaction à la trahison de Ricardo, mais un avenir construit entièrement selon mes propres termes. J'aurais besoin d'un nouveau paquet d'identité, dis-je à Marlène. Elena Vidal a besoin d'une trajectoire professionnelle qui la rende précieuse dans l'environnement commercial compétitif de Manhattan. Marlène acquiesça. Je connais quelqu'un qui se spécialise dans la création d'historiques de travail vérifiables, de références professionnelles, même d'empreintes digitales, qui peuvent résister à un examen modéré. Ce ne sera pas bon marché. L'argent n'est pas un problème, l'assurai-je. J'ai accès à exactement la moitié de ce que Ricardo et moi avons gagné légitimement ensemble, ce qui est plus que suffisant pour financer ce prochain chapitre. Alors que Marlène partait pour faire les arrangements nécessaires, j'ouvris mon sac à dos d'urgence et sortis l'ordinateur portable sécurisé que Marcos m'avait fourni. Il était temps d'adapter mon plan d'évasion soigneusement construit pour intégrer cette nouvelle information, non pas avec panique ou réaction, mais avec la même attention méthodique aux détails qui avaient caractérisé mes préparations depuis le début. J'ouvris un nouveau document et commençai à écrire, décrivant les antécédents, les références et les spécialités professionnelles d'Elena Vidal. Après 11 ans à supprimer ma formation juridique pour accommoder l'ego de Ricardo, j'allais maintenant la mettre en pratique pour construire une identité capable de naviguer dans l'environnement commercial sophistiqué de Manhattan. Une identité qui me permettrait non seulement d'échapper à Ricardo Soto, mais de prospérer dans le monde même qu'il prévoyait de conquérir. Sur le lit à côté de moi, la tablette se mettait continuellement à jour avec des nouvelles de la recherche de Catalina Soto. La police m'avait officiellement classé comme personne disparue. Ricardo avait augmenté la récompense à 100 000 €. Isabelle Ferrer agissait maintenant ouvertement comme porte-parole de la famille. Son expression inquiète, parfaitement calibrée pour les caméras, alors qu'elle implorait des informations sur sa chère amie Catalina. La performance était impeccable, sauf pour le diamant de 4 carats à la main gauche d'Isabelle, visible sur plusieurs photos de presse, qui correspondait à la description d'une bague que Ricardo avait achetée 2 mois plus tôt dans une bijouterie de Salamanque. Un achat que j'avais découvert en traquant méticuleusement ses tromperies financières. Ils avaient planifié cela, la nouvelle entreprise de Ricardo, son penthouse à Manhattan, ses fiançailles, tout en drainant systématiquement les ressources financières que j'avais aidé à construire en 11 ans de mariage. Si je n'avais pas découvert leur tromperie et planifié ma propre sortie, je me serais retrouvé avec rien d'autre qu'une excuse vide et peut-être un accord symbolique négocié par l'avocat du cabinet de Ricardo qu'il aurait assigné pour gérer son divorce. Au lieu de cela, j'avais assuré ma juste part de nos actifs, conservé des preuves de sa mauvaise conduite financière et créé une route d'évasion qui me permettrait de reconstruire ma vie selon mes propres termes. Et maintenant, avec cette nouvelle information, je pouvais me positionner pour assister à l'effondrement inévitable de ces plans soigneusement construits. Alors que le coucher de soleil du désert peignait la chambre de motel en tons dorés et ambrés, je ressentis un sentiment particulier de gratitude envers Ricardo et Isabelle. Leur trahison m'avait forcé à récupérer des parties de moi-même que j'avais cédées graduellement.
mon ambition, mon indépendance, mon évaluation claire de la réalité, sans la distorsion de la pensée illusoire. En conspirant pour me rejeter, il m'avait libéré par inadvertance. Je fermais l'ordinateur portable et m'approchais de la fenêtre, ouvrant le rideau juste assez pour entrevoir le vaste paysage désertique s'étendant vers l'horizon. Quelque part à Madrid, Ricardo orchestrait une recherche frénétique d'une femme qui n'existait plus. Et j'étais là, Elena Vidal émergeant des cendres de Catalina Soto, prête à m'élever vers un avenir entièrement à moi. Que feriez-vous si vous découvriez une vérité aussi choquante? Partagez votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a tenu en haleine. 3 jours après mon arrivée à la Posada del Sol, je me reconnaissais à peine. Pas seulement physiquement, mais fondamentalement. Elena Vidal prenait forme comme quelque chose de plus qu'un simple alias. Elle devenait une identité complètement réalisée, avec un passé, un présent et un avenir soigneusement élaboré. « Ta documentation est prête », annonça Marlène, entrant dans ma chambre après un coup bref. Elle portait une mince chemise en cuir gravée de motifs géométriques subtils. Dimitri s'est surpassé cette fois. Dimitri avait appris. C'était le contact énigmatique de Marlène, qui se spécialisait dans la création d'identités d'apparence légitimes, pas de fausses identités. Une distinction importante dans le réseau de Marlène. Elena Vidal était techniquement moi, juste avec un nom différent et un passé soigneusement construit, qui résisterait à un examen minutieux sans déclencher de préoccupation de vol d'identité ou d'accusation de fraude. « Et tout ici a une base solide », expliqua Marlène en ouvrant la chemise. Elena Vidal a un numéro de sécurité sociale lié à une personne réelle née en 1985 qui est morte dans l'enfance. Les certificats de diplôme proviennent d'institutions qui ont subi une malheureuse corruption de bases de données dans des plages d'années spécifiques. Ton historique professionnel inclut des entreprises qui ont fermé ou ont été acquises, ce qui rend la vérification difficile, mais pas impossible. J'examinais les documents avec une appréciation croissante pour leur sophistication. Une licence en administration des affaires d'une université d'État respectable. Un master en développement organisationnel d'une université privée qui avait fusionné avec une institution plus grande il y a 5 ans. Un historique professionnel montrant une expérience progressive en conseil d'entreprise avec des firmes qui avaient bel et bien existé, mais qui étaient maintenant éteintes ou absorbées par des conglomérats. C'est brillant, dit Québec. Passant mes doigts sur le diplôme en relief. Ils ont l'air complètement authentiques. Ils sont authentiques, corrigea Marlène, mais pas pour les raisons que la plupart des gens supposeraient. Dimitri ne crée pas de faux. Il crée des alternatives plausibles en utilisant des processus légitimes et des vulnérabilités systémiques. La chemise contenait également des relevés bancaires montrant un historique financier modeste mais respectable pour Elena Vidal. Des rapports de crédit reflétant une gestion prudente de ressources limitées. Même des dossiers médicaux documentant des soins de routine dans des cliniques de plusieurs villes, créant l'image de quelqu'un qui déménageait fréquemment pour le travail. Ta nouvelle empreinte numérique s'établit en ce moment même, continua Marlène. Profil LinkedIn, historique d'email professionnel, même des réseaux sociaux soigneusement rétroactifs avec des paramètres de confidentialité appropriés. Contenu minimal, mais suffisant pour paraître une personne réelle qui est simplement sélective sur sa présence en ligne. J'acquiesçais, comprenant l'équilibre délicat. Trop peu de présence en ligne semblerait suspect dans le monde actuel. Trop créerait une exposition inutile et des opportunités d'incohérence. Et pour les références,
demandai-je, pensant aux inévitables appels de vérification qui arriveraient si j'obtenais du travail de conseil à New York. Marlène sourit. Tu as 3 anciens superviseurs et 2 collègues prêts à te donner d'excellentes recommandations. Ce sont des personnes réelles qui travaillent avec notre réseau, des professionnels qui comprennent le besoin de nouveaux départs et ont accepté de servir de référence pour des identités comme la tienne. La minutie de ces préparations était stupéfiante. Alors que j'avais passé des mois à rassembler des preuves de la trahison de Ricardo et à sécuriser mes actifs financiers, le réseau de Marlène avait clairement passé des années à développer des systèmes pour aider les gens à disparaître et à se reconstruire en toute sécurité. « Il y a autre chose », dit Marlène, sortant un dernier document de la chemise. « Ta spécialité de conseil. » Je pris le papier qui décrivait l'expertise particulière d'Elena Vidal. Réorganisation d'entreprise après des transitions de leadership, avec un accent sur la préservation des connaissances institutionnelles, tout en facilitant le renouveau culturel. « C'est parfait », dis-je, voyant immédiatement la valeur stratégique. Cela me positionne comme quelqu'un que les entreprises voudraient engager lors d'exactement le type de transition que Ricardo prévoit avec sa nouvelle firme. Marlène acquiesça. Dimitri a enquêté sur les annonces publiques de Soto et Associés. Il prévoit d'absorber plusieurs cabinets plus petits à mesure qu'ils établissent leur présence à New York. Ils auront besoin exactement du type d'expertise qu'Elena Vidal offre. Donc je pourrais être embauché par l'une de ces firmes avant qu'elle ne soit acquise, dis-je, les possibilités se déployant dans mon esprit, me donnant une proximité légitime avec l'opération de Ricardo sans m'impliquer directement avec lui. Précisément, me corrigea-t-elle. Tu serais positionné pour observer sans être évidente, avec une raison professionnelle de comprendre les détails de ces transitions d'affaires. Je me reculais, absorbant l'élégante complexité de cette approche. Non seulement échapper à Ricardo, mais m'établir dans une position pour être témoin des conséquences de ses actions, sans mettre en danger ma nouvelle identité. Il y a un autre composant à considérer, dit Marlène, son ton devenant plus sérieux. Ta préparation psychologique? Je levai un sourcil, attendant qu'elle continue. Maintenir une nouvelle identité n'est pas seulement une question de documentation et d'apparence, expliqua-t-elle. Il s'agit d'habiter une perspective différente, de développer de nouveaux instincts, de répondre authentiquement comme Elena, au lieu de par réflexe comme Catalina. C'était quelque chose que je n'avais pas complètement considéré. La transformation physique et la trace écrite étaient des étapes tangibles que je pouvais exécuter méthodiquement. Mais le changement interne de Catalina Soto à Elena Vidal nécessitait un type différent de préparation. Nous avons quelqu'un qui peut t'aider avec ça, continua Marlène. La docteure Renata Mizrahi, officiellement thérapeute cognitivo-comportementale, officieusement experte pour aider les gens à transiter entre des identités. Elle a travaillé avec des témoins dans des programmes de protection, des agents infiltrés et des femmes dans des situations comme la tienne. Entraînement à l'identité, dis-je, comprenant le concept immédiatement. Exact. Elle t'aidera à développer les manières, les modèles de parole, les réponses réflexes d'Elena, tous les signaux subtils qui distinguent une personne d'une autre au-delà de l'apparence physique. Je pensais à la façon dont je bougeais naturellement, les mouvements équilibrés et contrôlés, cultivés à travers des années comme l'épouse parfaite de l'avocat, toujours consciente de représenter les intérêts de Ricardo en public. Elena bougerait différemment. Elle parlerait différemment. Elle réagirait différemment aux signaux sociaux. « Quand puis-je commencer ?» demandai-je. « Elle est ici », répondit Marlène. « Dans la chambre 17,
Elle peut travailler avec toi pendant 3 jours avant que tu ne doives avancer. 3 jours pour transformer fondamentalement la façon dont je me présentais au monde. Cela semblait impossible jusqu'à ce que je me souvienne à quel point j'avais déjà transformé mon apparence, ma situation financière et mes projets d'avenir en moins d'une semaine. « Il y a autre chose que tu devrais voir », ajouta Marlène, sortant sa tablette. « Ta disparition a provoqué des conséquences inattendues pour Ricardo. » Elle me montra une nouvelle de dernière minute d'une publication d'affaires de Madrid. Ortega, Garrigue et associés annoncent une enquête interne après le départ de Soto. L'article détaillait comment l'ancien cabinet d'avocats de Ricardo avait lancé un audit judiciaire de tous les comptes gérés par Ricardo après avoir reçu des informations préoccupantes d'une source confidentielle sur un possible détournement de fonds de clients. « Marcos », dis-je doucement, reconnaissant le timing de ce développement. Il a libéré la documentation. Marlène acquiesça. Apparemment, les anciens associés de ton mari ne sont pas contents de découvrir qu'il s'est préparé systématiquement pour les concurrencer tout en accédant aux informations de leurs clients. Un deuxième article rapportait que le barreau de Madrid avait également ouvert une enquête sur la conduite professionnelle de Ricardo, spécifiquement concernant de possibles conflits d'intérêts dans sa représentation du groupe financier Ferrer, tout en développant des liens financiers personnels avec la famille Ferrer. Ça commence à s'effondrer pour lui, observai-je, ressentant un mélange complexe de satisfaction et de détachement. Plus vite que je ne l'anticipais. Les hommes comme ton mari construisent des châteaux de cartes, dit Marlène. Impressionnants de loin, mais structurellement instables. Ils maintiennent généralement l'illusion à travers des ajustements et des manipulations constants. Une fois qu'ils perdent le contrôle du récit, tout s'écroule. Mon téléphone, l'appareil sécurisé que Marcos m'avait fourni, vibra avec une notification de message chiffré. L'expéditeur s'identifiait seulement comme Red M, mais je reconnus le protocole de communication que nous avions établi avant la disparition de Marcos. Le message était bref. Paquet livré à l'équipe d'investigation du NYAT. Attendez-vous à une couverture importante dans 48 heures. Accélérez le calendrier. Transport organisé pour demain. Flèche 600. Marcos a intensifié les choses, dis-je à Marlène, lui montrant le message. Le New York Times a reçu de la documentation sur Ricardo. Les sourcils de Marlène s'arquèrent. Cela change tout. Une fois que le Times publiera, cela deviendra une histoire nationale, non seulement sur une femme disparue, mais sur des irrégularités juridiques et financières de haut niveau. J'acquiesçais, comprenant le changement stratégique. Ricardo luttera pour sa survie professionnelle, pas seulement en cherchant sa femme disparue. Ses priorités changeront du jour au lendemain, ce qui crée l'opportunité parfaite pour qu'Elena Vidal s'établisse à New York, pendant que l'attention se concentre ailleurs, conclut Marlène. Timing brillant. Je passais le reste de la journée avec la docteure Mizrahi, une femme menue aux yeux gris perçants et à l'approche analytique de la transformation de l'identité. Elle observa mes mouvements, mes modèles de parole et mes gestes réflexes avec une précision clinique. Puis elle commença le processus de m'aider à développer des alternatives cohérentes avec le passé et la personnalité d'Elena Vidal. Ta posture par défaut est trop parfaite, nota-t-elle, alors que je m'asseyais instinctivement avec une élégance au dos droit lors de notre session initiale. Catalina a été entraînée pour présenter une composition impeccable dans des environnements sociaux. Elena est sûre d'elle, mais plus détendue. Elle n'a pas passé des années à jouer la comédie pour les collègues d'un mari. Heure après heure, elle m'aida à identifier et modifier des douzaines de comportements inconscients qui me marquaient comme Catalina Soto.
La façon dont je scannais automatiquement une pièce en entrant, évaluant les personnes les plus influentes présentes. Comment je modulais ma voix en exprimant des opinions, les adoucissant juste assez pour paraître engagée, mais pas provocante. Même la façon spécifique dont je tenais un verre de vin, avec les doigts positionnés, avec une élégance pratiquée. Elena se conduit avec la confiance facile de quelqu'un qui compte sur son intellect plutôt que sur son apparence ou ses connexions, expliqua la docteure Mizrahi. Elle a du succès professionnellement, mais n'est pas socialement performative. Elle établit un contact visuel direct, parle avec une expertise sans filtre sur ses sujets de connaissance et ne cède pas instinctivement devant les figures d'autorité masculine. À la tombée de la nuit, j'avais mal aux joues à force de détendre consciemment les muscles faciaux qui avaient été perpétuellement disposés dans l'expression agréable et attentive de Catalina. J'avais mal au bas du dos, à force de permettre une légère courbe dans ma posture, au lieu de maintenir l'alignement parfait que j'avais intériorisé pendant des années à représenter Ricardo lors d'événements sociaux. Au début, c'est physiquement épuisant, reconnut la docteure Mizrahi à la conclusion de notre première journée. Tu réentraînes la mémoire musculaire qui a été renforcée pendant plus d'une décennie. Mais dans une semaine, ces nouveaux modèles commenceront à sembler naturels. Dans un mois, ils deviendront ton défaut. Cette nuit-là, je pratiquais la signature d'Elena dans l'intimité de ma chambre, une calligraphie sûre et fluide, distincte de l'écriture plus contrôlée de Catalina. Je m'enregistrais parlant de sujets de développement organisationnel. Puis je rejouais l'audio pour identifier quelles inflexions avaient encore besoin d'ajustement. Je marchais dans la petite chambre, adoptant consciemment la démarche plus détendue d'Elena. La transformation physique et comportementale était exigeante, mais rien comparé au changement psychologique requis. Catalina Soto avait été définie par sa relation avec les autres. Épouse de Ricardo, designer pour des clients fortunés, présence adéquate aux événements du cabinet. Elena Vidal existait indépendamment, définie par son expérience et ses choix, plutôt que par ses associations. Le matin apporta une avalanche d'activités, alors que les nouvelles se répandaient exactement comme Marcos l'avait prédit. Le New York Times publia un exposé détaillé intitulé « L'épouse disparue de l'avocat californien et les millions manquants » à l'intérieur du réseau de tromperie de Ricardo Soto. L'article décrivait méthodiquement le vidage systématique des comptes conjoints par Ricardo, l'hypothèque non autorisée de leur domicile partagé, et les plans pour lancer une firme concurrente financée partiellement par des actifs appartenant légalement à sa femme. Tout cela alors qu'il se présentait comme un mari inquiet, désespéré de retrouver sa partenaire disparue. En quelques heures, l'histoire fut reprise par les chaînes nationales. L'image soigneusement construite de Ricardo comme mari inquiet se transforma du jour au lendemain en celle d'un prédateur financier potentiel. La sympathie publique qu'il avait cultivée s'évapora lorsque les journalistes financiers commencèrent à questionner le timing de son achat immobilier à Manhattan et ses fiançailles avec Isabelle Ferrer. « Ton transport est prêt », annonça Marlène, entrant dans ma chambre alors que je finissais d'emballer le portefeuille d'identité. Un vol commercial serait trop risqué en ce moment, avec ton visage encore aux nouvelles, même avec ton apparence changée. Nous avons arrangé un transport privé. « Jet privé ?» demandai-je. Surprise que le réseau de Marlène ait de telles ressources, elle sourit. « Pas exactement. Tu voyageras avec une compagnie de transport médical qui transfère des patients entre des centres de traitement spécialisés. Sur le papier, tu es une patiente de thérapie cognitive
qui est transférée vers un centre de réhabilitation en Pennsylvanie. De là, tu auras un transport terrestre vers New York. La créativité de ces arrangements continuait de m'impressionner. Mais le logement à New York, je suppose qu'un hôtel est trop exposé. Elena Vidal a loué un appartement meublé à Brooklyn Heights via un service de logement d'entreprise qui se spécialise dans l'hébergement de consultants d'affaires en mission prolongée, expliqua Marlene. Minimum de 3 mois, tous les services inclus, immeuble sécurisé avec une administration soucieuse de la confidentialité. En 1 heure, je faisais mes adieux à la Posada del Sol, à Marlene et aux derniers vestiges de Catalina Soto. Alors que je m'installais dans l'aéronef de transport médical, déguisé en patiente transférée entre établissements, je réfléchis à l'extraordinaire transformation de la semaine dernière. 7 jours plus tôt, j'avais été dans une robe de soie émeraude observant mon mari danser avec sa maîtresse, me préparant à exécuter un plan d'évasion mûri pendant des mois. Aujourd'hui, j'étais Elena Vidal, aux cheveux blonds et aux yeux noisettes, avec une identité professionnelle complète et les ressources financières pour m'établir dans une nouvelle ville pendant que la vie soigneusement construite de mon mari implosait publiquement, alors que l'aéronef décollait, m'emmenant vers l'Est, vers mon avenir stratégiquement choisi, je ressentis un profond sentiment d'avoir récupéré le contrôle non seulement de mes circonstances, mais de mon identité fondamentale. La femme que Ricardo avait lentement diminuée pendant 11 ans de mariage était partie, non parce qu'elle avait disparu, mais parce qu'elle s'était transformée stratégiquement en quelqu'un de plus fort, d'autonome et complètement hors de sa portée. Catalina Soto avait disparu sans un mot, laissant derrière elle seulement son alliance et un mari qui découvrirait bientôt que la sous-estimer avait été l'erreur la plus lourde de conséquences de sa vie. Que signifie pour vous réclamer votre propre identité? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. 1 an plus tard, le soleil d'automne entrait à flot par les fenêtres de mon appartement à Brooklyn Heights, illuminant l'espace que j'avais soigneusement conçu au cours de la dernière année. Lignes épurées, texture chaude et une élégance fonctionnelle. Une manifestation physique de l'approche de la vie d'Elena Vidal. Rien à voir avec la maison d'exposition à la Moraleja que Catalina Soto avait maintenue selon les standards exigeants de Ricardo. Je buvais mon café en contemplant l'horizon de Manhattan, de l'autre côté de l'East River, tout en vérifiant les emails des clients sur ma tablette. En 12 mois, Elena Vidal Consulting avait établi une solide réputation pour aider les organisations à naviguer dans des transitions complexes, exactement l'expertise que j'avais développée stratégiquement. Ma liste actuelle de clients comprenait 2 cabinets d'avocats, une maison d'édition et une boutique de services financiers, tous subissant des changements significatifs de leadership nécessitant une gestion délicate. L'alerte du New York Times qui apparut sur mon écran ne me surprit pas. Je l'avais attendu étant donné les procédures judiciaires d'hier. Le titre était concis. L'ex-avocat californien, Ricardo Soto, condamné à 5 ans pour fraude et détournement de fonds. J'ouvris l'article, scannant les détails que je connaissais déjà pour avoir suivi l'affaire à travers les registres publics. Ricardo avait plaidé coupable de multiples chefs d'accusation, de détournement de fonds de clients, d'évasion fiscale et de fraude liée à sa tentative ratée de lancer Soto et Associés. L'accord de plaidoyer avait réduit sa peine potentielle de 15 ans à 5, avec la possibilité de liberté conditionnelle après avoir purgé 30 mois. Ce que l'article ne mentionnait pas, ce qu'aucun registre public ne révélait, c'était que la preuve originale qui avait déclenché l'enquête provenait de la documentation méticuleusement maintenue par son épouse disparue. La disparition de Catalina Soto restait officiellement non résolue,
bien que l'intérêt ait diminué à mesure que les problèmes juridiques de Ricardo augmentaient et que l'histoire plus sensationnelle de ses crimes financiers accaparait la vedette. Mon téléphone sécurisé, celui que j'utilisais uniquement pour les communications avec le réseau de Marcos et Marlène, vibra avec un message entrant. Marcos avait maintenu son système de confirmation hebdomadaire tout au long de l'année. Un simple reçu de dons au Fonds pour la vie sauvage du Pacifique qui apparaissait chaque vendredi pour signaler qu'il était toujours en sécurité. C'était notre première communication directe depuis des mois. Justice. Rendue. Bien qu'imparfaitement. Y être parvenu à un accord séparé, témoignant contre R en échange de la liberté conditionnelle. Retourne à Madrid aujourd'hui si tu veux voir l'arrivée. Terminal 4 à 18h30. Je posais mon café, considérant l'invitation. Isabelle Ferrer, autrefois préparée à devenir Madame Ricardo Soto et copropriétaire d'un penthouse à Manhattan, retournant à Madrid en disgrâce après avoir témoigné contre son ex-fiancé. Il y avait une certaine symétrie là-dedans. La femme qui avait dansé avec mon mari, comme si je n'étais rien, maintenant diminuée et exposée. Il y a un an, j'aurais pu me sentir vengé, voire triomphante à l'idée d'assister à l'humiliation d'Isabelle. Maintenant, je ne ressentais qu'une curiosité distante, le genre de curiosité qu'on pourrait avoir pour des personnages d'une histoire qui semblait autrefois importante, mais qui avait graduellement perdu sa signification. « Ce n'est pas nécessaire, » répondis-je à Marcos. Ce chapitre est clos. Je retournai à mes emails, répondant à la question d'un client sur la gestion de leur prochaine annonce de fusion. La vie d'Elena Vidal occupait mon attention entièrement maintenant. Ses clients, son réseau professionnel croissant, ses connexions sociales soigneusement sélectionnées. La femme qui avait placé une alliance sur une table de cocktail et s'était éloignée de 11 ans de mariage, n'existait plus que dans des dossiers de police et des archives de presse fanées. Ma sonnette retentit. Précisément à 10 heures, Diana Chung, arrivant pour notre réunion programmée. J'avais rencontré Diana 6 mois plus tôt lors d'un événement de réseautage pour femmes professionnelles, où son expertise en restructuration financière avait complété ma formation en développement organisationnel. Par la suite, nous avions collaboré sur plusieurs projets, développant à la fois un partenariat professionnel et une amitié prudente. La proposition Hamilton est prête à être révisée, annonça Diana en entrant, posant son porte-document en cuir sur ma table à manger. À 45 ans, elle avait l'attitude assurée de quelqu'un qui avait navigué avec succès dans des industries dominées par les hommes, sans renoncer à son moi authentique. Exactement le genre de femme que Catalina avait rarement rencontré dans le cercle social, soigneusement contrôlé de Ricardo. « Timing parfait », répondis-je, apportant une deuxième tasse de café à la table. Je viens de terminer la section d'évaluation culturelle hier soir. Nous travaillâmes efficacement pendant la matinée, affinant notre proposition pour un cabinet d'avocats qui subissait une restructuration significative après une fusion. L'ironie ne m'échappa pas. Elena Vidal construisait maintenant sa réputation en aidant les organisations à travers exactement le type de transition que Ricardo avait planifié avant sa chute. « Tu as vu les nouvelles ?» demanda Diana lors d'une brève pause, son expression soigneusement neutre. Elle ne savait rien de mon passé, mais comme la plupart des professionnels de notre domaine, elle suivait les principales affaires juridiques liées aux affaires. « Sur Ricardo Soto? »« Oui, juste ce matin. 5 ans, ça semble peu pour ce qu'il a fait, » observa Diana. « Bien que je suppose que sa réputation est détruite de toute façon. » J'acquiesçais évasivement. Le système juridique rend rarement une justice parfaite. Et cette pauvre femme à lui, comment s'appelait-elle? Catalina?
Diana secoua la tête avec sympathie. Ils ne l'ont jamais retrouvé, n'est-ce pas? Non, répondis-je, maintenant l'intérêt légèrement distant d'Elena pour une nouvelle qui n'avait pas de lien personnel avec elle. Bien que l'enquête ait semblé changer d'orientation une fois que ces crimes financiers ont été mis au jour, je me souviens que l'affaire m'a fasciné quand elle a éclaté pour la première fois, continua Diana. Une femme disparaît sans laisser de traces, laissant seulement son alliance. Ensuite, des preuves surgissent suggérant que son mari prévoyait de la quitter de toute façon, comme quelque chose sorti d'un film. La vie est souvent plus étrange que la fiction, proposai-je, dirigeant la conversation de nouveau vers notre proposition. Après le départ de Diana, je me sentis attiré par l'ordinateur portable sécurisé que je gardais dans mon bureau à domicile, celui que j'utilisais exclusivement pour surveiller les affaires liées à ma vie antérieure. Je ne l'avais pas vérifié depuis des semaines. Maintenant, ma résolution de me concentrer vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Mais les nouvelles d'aujourd'hui justifiaient une exception. La disparition de Catalina Soto s'était graduellement effacée de l'intérêt public à mesure que les problèmes juridiques de Ricardo s'intensifiaient. L'enquête policière restait techniquement ouverte, mais inactive. La mention la plus récente dans les médias avait été un bref segment de « Où sont-ils maintenant ?» dans un podcast de crimes réels 3 mois plus tôt, réexaminant des théories familières. Catalina avait subi un accident sans lien avec Ricardo. Elle s'était ôté la vie en raison de problèmes de santé mentale non révélés. Elle avait planifié sa disparition pour échapper à un mariage raté. Que des spéculations. Aucune conclusion. Je fermais l'ordinateur portable, satisfaite que Catalina Soto n'existe plus maintenant que principalement comme une note de bas de page dans l'histoire de la chute de Ricardo, plutôt que comme une enquête active. La planification minutieuse qui avait permis ma disparition s'était avérée efficace au-delà de mes projections les plus optimistes. Mon après-midi incluait une vidéoconsultation avec un nouveau client potentiel, une maison d'édition cherchant des conseils sur l'intégration d'une agence littéraire récemment acquise. En discutant des stratégies de gestion du changement et d'alignement culturel, je me trouvais pleinement présente en tant qu'Elena Vidal, sans écho du style de communication plus différent de Catalina Soto. La docteure Mizrahi avait raison. Les nouveaux modèles étaient devenus naturels en quelques semaines, automatiques en quelques mois. La transformation physique avait été également complète. Mes cheveux blond miel poussaient maintenant naturellement depuis la racine, entretenus avec des mèches subtiles. Les lentilles de contact colorées avaient cédé la place à une chirurgie oculaire au laser qui avait éclairci de façon permanente mes yeux marron foncé vers un ton plus ambré, une procédure médicale justifiée par des avantages pratiques, mais qui servait le double objectif d'une transformation d'identité permanente. Plus tard dans la soirée, je me retrouvais au vernissage d'une petite galerie à Chelsea, soutenant une photographe dont j'avais admiré le travail depuis que je l'avais découvert peu après mon arrivée à New York. L'espace bourdonnait d'une conversation tranquille, tandis que les participants se déplaçaient parmi des images impressionnantes en noir et blanc documentant la transformation urbaine. Des bâtiments autrefois abandonnés, maintenant réinventés comme espace communautaire. « Elena, je n'étais pas sûr que tu viendrais », me salua Sophia, la photographe, avec chaleur. La cinquantaine, avec des cheveux foncés striés d'argent et les yeux observateurs d'une artiste, elle était devenue l'une de mes rares connexions proches dans la ville. « Je ne manquerais ça pour rien au monde », répondis-je sincèrement. « Ton travail mérite d'être célébré. » Alors que je circulais dans la galerie, engageant le genre de conversation authentique qu'Elena cultivait naturellement, j'aperçus mon reflet dans la fenêtre donnant sur la rue. La femme qui me renvoyait mon regard
ne ressemblait en rien à l'épouse d'avocat, soigneusement arrangée, qui avait autrefois évolué dans les galas de charité de Madrid avec une élégance étudiée. Cette femme, avec sa confiance détendue, son sourire sincère et son élégance naturelle, était complètement maîtresse d'elle-même. La porte de la galerie s'ouvrit, laissant entrer un nouvel arrivant qui attira immédiatement mon attention, non pas parce que je le reconnaissais, mais à cause de sa ressemblance frappante avec Ricardo. Même grande carrure et cheveux grisonnants distingués. Attitude assurée similaire. Pendant un moment désorientant, ma nouvelle réalité soigneusement construite sembla vaciller. Puis, il se tourna complètement vers la pièce et la ressemblance se dissolut. Ses traits étaient complètement différents, son expression ouverte et engagée au lieu de calculatrice. Juste un homme au hasard assistant à un vernissage d'art, remarquable seulement par une similitude superficielle avec quelqu'un de mon passé. « Ça va ?» demanda Sophia, remarquant mon immobilité momentanée. « Parfaitement », l'assurai-je, la brève désorientation s'estompant déjà. « J'admire juste comment la lumière joue dans ta série sur le port. » Plus tard ce soir-là, alors que je rentrais chez moi par la promenade de Brooklyn, je m'arrêtais pour contempler l'horizon illuminé de Manhattan. Quelque part en Espagne, Ricardo Soto commençait sa première nuit d'incarcération. Quelque part à Madrid, Isabelle Ferrer faisait probablement face aux décombres de plans qui avaient autrefois semblé sûrs. Et j'étais là, à un continent de distance, construisant une vie qui m'appartenait entièrement. Mon téléphone sécurisé, celui que j'utilisais seulement pour les communications, vibra avec un autre message de Marcos. La maison de R à la Moraleja a été vendue aux enchères aujourd'hui. Dernier lien rompu. Tu es officiellement et complètement libre. Le message soulignait une vérité que j'avais déjà intériorisée. Ma libération n'avait jamais dépendu de la condamnation de Ricardo ou de la vente de notre ancienne maison. C'était de simples confirmations externes d'une liberté que j'avais réclamée au moment où j'étais sorti du club nautique de Marbella, laissant mon alliance. Je continuais mon chemin vers la maison, planifiant les réunions clients du lendemain et considérant laquelle des photographies de Sofia pourrait compléter l'esthétique de mon appartement. Pensée d'Elena Vidal. Plan d'Elena Vidal. La vie d'Elena Vidal. Authentique et autodirigée, d'une manière que celle de Catalina Soto n'avait jamais été. Le lendemain matin apporta un email inattendu sur mon compte professionnel. Une demande de consultation de Barrett et Hughes, le prestigieux cabinet d'avocats, où Ricardo avait espéré établir sa pratique à New York avant que ses plans ne s'effondrent. Il cherchait un soutien en développement organisationnel après une importante transition de leadership. La symétrie était si parfaite qu'elle me fit presque rire aux éclats. Le même cabinet qui avait figuré dans le fantasme d'évasion de Ricardo voulait maintenant engager l'expertise de la femme qui lui avait échappé. Je rédigeai une réponse professionnelle soignée, acceptant leur invitation à discuter de leurs besoins plus en profondeur, la signant avec la signature sûre d'Elena Vidal, alors que je me préparais pour ma journée, appliquant un maquillage subtil et sélectionnant une tenue sur mesure qui équilibrait le professionnalisme avec l'esthétique plus détendue d'Elena. Je réfléchis à l'extraordinaire voyage de la dernière année. De l'épouse désespérée, plaçant son alliance sur une table de cocktail à une consultante établie avec une reconnaissance croissante dans mon domaine, j'avais parcouru plus qu'une simple distance physique. Mon téléphone sécurisé vibra avec un dernier message de Marcos. « Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire. Félicitations pour ta renaissance. » Je n'avais pas suivi la date, mais il avait raison. Il s'était écoulé exactement 1 an depuis le gala de charité du club nautique de Marbella,
Depuis avoir vu Ricardo danser avec Isabelle, comme si je n'étais rien. Depuis l'exécution du plan d'évasion qui avait transformé non seulement mes circonstances, mais mon sens fondamental de moi-même. Je lui envoyais une réponse simple. Ce n'est pas une renaissance, c'est une révélation, parce que c'était la vérité au centre de mon voyage. Elena Vidal n'était pas une identité fabriquée que j'avais créée pour échapper à Ricardo Soto. Elle était la femme qui avait toujours existé sous la façade soigneusement maintenue de Catalina, le moi authentique que j'avais cédé graduellement pendant 11 ans de mariage à un homme qui valorisait l'apparence sur la substance, le contrôle sur le partenariat. En disparaissant, j'étais paradoxalement devenu plus visible pour moi-même que je ne l'avais été depuis des années. En disparaissant, sans dire un mot, j'avais trouvé ma vraie voie. En m'éloignant d'un homme qui dansait avec une autre femme comme si je n'étais rien, j'avais découvert que j'étais tout ce dont j'avais besoin d'être. Alors que je sortais dans le matin frais d'automne, Elena Vidal avançait d'un pas décidé, laissant le fantôme de Catalina Soto exactement là où il appartenait, dans le passé, avec l'alliance sur cette table de cocktail, et le mari qui n'avait jamais vraiment vu la femme qu'il avait épousée. Parfois, réfléchis-je en rejoignant le flot de New-Yorkais, se dirigeant vers leurs objectifs quotidiens. La déclaration la plus puissante n'est pas ce que vous dites quand vous partez, c'est que vous laissez tout derrière vous. Si cette histoire vous a ému, assurez-vous d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis. Et si vous voulez plus d'histoires passionnantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau contenu.